Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, vous m'entendez visiblement, mais moi je vous entends pas. Pas encore. Vous m'entendez pas là? Voilà, là c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Bien, merci beaucoup. Je vois que mon collègue Jérôme Gage est également connecté. Nous sommes dans la salle de la Commission des Affaires sociales avec un autre collègue, Éric Alauzet, qui est également présent. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps dans le cadre de ces auditions de la MEX. Euh, Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier les impacts d'un certain nombre de dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Nous nous sommes, avec Jérôme Gage, donné pour objectif de faire un premier rendu de ce travail d'évaluation en amont de la présentation du PLFSS. Et étant donné la densité, la multiplicité des dispositifs d'exonération, nous avons porté notre analyse dans un premier temps sur les allègements généraux et, je vais dire, les allègements de portée générale, c'est-à-dire tous les allègements compris entre 1 SMIC et 3,5 SMIC, avec une focalisation un petit peu plus spécifique sur les allègements qui portent sur les hauts salaires, et en particulier sur le bandeau famille. Alors, il y a Jérôme qui n'entend pas. Jérôme, Jérôme tu ne nous nous entend entends? pas. Il est désespéré depuis un certain temps en disant qu'il ne nous entend pas. Ah, excuse. Alors, Jérôme. Oui, je pense que c'est un problème de ton côté, Jérôme. Faudrait peut-être. Il y a moyen de lui écrire. Il n'y a pas une fenêtre de chat ou quelque chose comme ça? Ou, ou un petit message. On va juste essayer de régler le problème technique avant d'entamer la discussion. Oui, bien sûr, ça serait Jérôme. Pour l'instant, on n'entend pas, visiblement. Mais je pense évidemment que c'est de son côté, parce que nous, si on s'entend, Oui, ça doit oui, sans je doute. crois que. Bon, bon, écoutez, je vais poser un petit peu le décor et Oui, bien peut-être sûr, allez-y. vous laisser faire un propos liminaire. Ensuite, on échangera et on creusera peut-être un petit peu certains points. Donc, comme je vous le disais, nous avons une focalisation à court terme sur ces exonérations qui touchent les plus hauts salaires. Néanmoins, nous sommes évidemment preneurs de toutes les contributions sur le reste des exonérations. Alors, attendez, il y a Jérôme qui m'appelle. Ne bougez pas. Oui, Jérôme. Ah d'accord, ok, très bien. Bah, je laisse mon téléphone au haut-parleur, on va faire ça comme ça. Parfait. De toute façon, on est sur le propos liminaire. Ok, parfait, on fait comme ça, je reste comme ça. Voilà. Alors, donc c'est un petit peu artisanal, mais Jérôme nous rejoint et le téléphone est en haut-parleur. Donc tout le monde écoute. Parfait. Alors donc, je reprends. On souhaitait avoir, par votre entremise, la vision du Haut Conseil au financement de la protection sociale sur ces sujets. On se focalise sur des questions d'évaluation et donc nous serions évidemment très intéressés par la recension des travaux que le Haut Conseil a pu faire. Euh, il y a en particulier un travail qui nous intéresse particulièrement, et je crois que ça vous a été transmis par nos administrateurs, qui est une note d'évaluation de l'OFCE qui a été transmise au Haut Conseil, dans laquelle
l'OFCE tentait d'évaluer ce que l'on appelle les effets de bouclage des exonérations. Et les conclusions de cette note suggéraient qu'en tenant compte de ces effets de bouclage, l'impact en termes budgétaires de la suppression des exonérations pourrait être plus faible que celui attendu de manière purement photographique, c'est-à-dire sans tenir compte des effets de bouclage. Donc on était aussi preneur de votre réception de ce travail et de la manière dont il avait pu irriguer les travaux du Haut Conseil. Et puis de manière générale, évidemment, tout ce que vous pouvez nous livrer sur les allègements généraux dans le cadre des travaux qui sont les vôtres. Deux questions un tout petit peu plus spécifiques qui vous ont, je crois, également été transmises parce qu'elles sont dans le débat public. Une question liée à la conditionnalité des exonérations. C'est une demande assez récurrente des organisations syndicales notamment, sur laquelle nous essayons d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir aux impacts, de réfléchir à la faisabilité de cette mesure. Donc on souhaitait savoir si de votre côté il y avait des éléments de réflexion. Et puis un autre élément, peut-être avec une dimension de comparaison que vous avez pu investiguer, qui est la question de savoir si les exonérations fondées non pas sur un critère de salaire, mais sur un critère d'âge, et on pense évidemment à des exonérations visant à maintenir en emploi les seniors, seraient opportunes. À ce stade, nous n'avons pas beaucoup d'éléments pour défendre l'idée de telles exonérations, mais on voulait savoir également si du côté du Haut Conseil, vous aviez réfléchi un petit peu là-dessus. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je crois que Jérôme n'est pas encore totalement prêt à se joindre à nous, mais il va contribuer dès qu'il sera présent physiquement. Donc si vous en êtes d'accord, je vous laisse nous donner une petite vision globale, puis ensuite on continue les échanges. Merci beaucoup, je remercie bien. Alors, à la fois, je dis tout de suite, hein, j'ai des lumières par rapport à vos questions en partie limitées, puisque le Haut Conseil commence juste un travail qui va aborder ce sujet, mais on a une lettre de mission de la Première ministre de juin, où on avait commencé à travailler un peu plus tôt sur les relations entre le système de production et redistribution, et dans lequel on va regarder notamment un petit peu le sujet des allègements bas salaires, mais c'est vraiment, on vient juste de commencer. Enfin, je livrerai quand même, évidemment, nos premiers constats et interrogations. Auparavant, on avait abordé le sujet généraux des allègements, j'y reviendrai, mais des allègements généraux, à travers le sujet des travailleurs indépendants, je dirais pourquoi, sur les travailleurs indépendants, et puis aussi, comme vous l'avez évoqué, à travers la réflexion sur la soutenabilité du système de financement de la sécurité sociale, où on avait demandé à l'OFCE, effectivement, de regarder les effets économiques d'un certain nombre d'hypothèses. Je ne cache pas que le sujet central qui nous occupait quand même à l'époque était de regarder l'impact macro des sujets retraite, mais il y avait effectivement néanmoins ces hypothèses sur les cotisations qui étaient évoquées dans le travail OFCE. En anecdote, mais vraiment de façon anecdotique, c'est un sujet qui m'occupe depuis longtemps, puisque en 1993, j'étais dans la première réunion interministérielle sur ces sujets avec Édouard Balladur, j'étais conseiller de Simone Veil, avec Nicolas Sarkozy, Michel Giraud, dans la première réunion, on a mis en place le premier système d'allègement bas salaire qui était une exonération de cotisation de l'allocation familiale. Et j'avais du reste obtenu l'arbitrage de compensation de ce système aussi d'allègement pour les ressources de la sécurité sociale. Et ensuite, dans une loi en 1994, toujours avec Simone Veil, on avait fait en sorte que ce principe de compensation devienne un peu la norme. Le sujet des exonérations et des allègements s'inscrit pour moi avec ma focale, financement de la sécurité sociale, dans la logique de finalement quel financement de la sécurité sociale demain. Je dirais très brièvement que le financement de la sécurité sociale doit répondre à des questions de soutenabilité, évidemment, du système de sécurité sociale, à des questions de cohérence avec les autres politiques économiques, et donc la croissance et l'emploi, parce que pas de ressources s'il n'y a pas un système de production qui fonctionne,
Donc, c'est évidemment un des éléments qui fondent les allègements de cotisations, mais aussi un système de cohérence entre les recettes et les finalités des dépenses. Les dépenses ne sont pas les mêmes dans les branches et donc il faut des recettes un peu, et notamment les recettes substitutives aux allègements. Enfin, c'est une des questions. Il y a une question d'équité du prélèvement aussi. Le prélèvement, les atténuations, les évolutions du prélèvement, et ça c'est le cas effectivement notamment dans les allègements bas salaires, peuvent être mus par une logique emploi, mais ensuite ça peut poser des questions d'équité du prélèvement vis-à-vis des populations qui n'en bénéficient pas, et c'est un peu le sujet qu'on a soulevé vis-à-vis des travailleurs indépendants. Enfin, il y a des sujets de tous les effets induits et de tous les effets, notamment aussi de lisibilité, de compréhension du système, de prévisibilité par les acteurs, qui sont aussi des sujets importants. On sait que la question de la lisibilité et de la prévisibilité, notamment de la stratégie de prélèvement de la France, est quand même interrogée souvent par les acteurs économiques, plus presque quelquefois que le niveau de prélèvement. Et donc, c'est aussi évidemment une notion, je pense, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on regarde tout ceci. Donc, voilà un petit peu comment s'inscrit notre réflexion autour des allègements de cotisations. Alors, je le disais, avant de venir à notre réflexion récente, les allègements de cotisation, pour dire un mot, on les a regardés sur une des questions que j'évoquais, c'est-à-dire l'équité, avec les travailleurs indépendants, parce que des allègements de cotisation, c'est pas votre sujet immédiat, mais je tiens à le dire quand même. Enfin, donc, évidemment, ils ont un sujet emploi, mais ensuite, ils induisent une notion de contributivité au système de sécurité sociale qui est différente, évidemment, s'il n'y a pas d'allègement. Or, comme ça concerne une partie de la population éligible, les travailleurs indépendants, par exemple, au même niveau de revenu, donc n'en bénéficient pas. Enfin, donc dans le système actuel, ils peuvent avoir certains allègements spécifiques. Mais donc, on a regardé, nous, quel était le retour sur cotisation en termes de prestations des travailleurs indépendants par rapport au retour sur cotisation des prestations, notamment vieillesse, au même niveau de revenu. Ben, évidemment, parfois, on peut totalement justifier qu'à des niveaux de revenus différents, il y a des retours différents, mais la question se pose, enfin, pour nous, elle n'est quand même pas totalement évidente de justifier pourquoi certains ont un retour beaucoup plus élevé que d'autres sur leur propre cotisation. Et évidemment, on constate avec les allégements bas salaires que notamment par exemple sur les retours vieillesse, aujourd'hui, un travailleur indépendant à niveau modeste, un retour sur cotisation qui est nettement moins élevé que le couple salarié-employeur au même niveau de revenu. Donc c'est une question quand même qui nous interpelle, sachant d'une certaine manière que on peut dire qu'elle a été gérée par le sujet des micro-entrepreneurs, 2 millions de personnes aujourd'hui, c'est à peu près la même personne, le même nombre qu'au niveau du SMIC. Mais évidemment de façon très différente, puisque au niveau des allègements bas salaires, le pari social qui a été fait par la France, c'est de dire j'allège le coût du travail, mais en maintenant les droits sociaux des personnes, comme s'ils contribuaient pleinement, alors que c'est du côté des micros, en fait, leurs droits sont entièrement liés à leurs propres contributions, qui sont très faibles, et la Chefip avait montré que, à la fois d'abord qu'ils s'en tiraient, enfin, et on a vu récemment à travers une sous-déclaration massive, et ensuite que la majorité ne se valide pas 4 trimestres par an. Donc, voilà, enfin, derrière, je redis que derrière les sujets de prélèvement, il y a des droits aussi, et la question dont on gère les allègements de prélèvement versus les droits, ce n'est pas une question neutre au regard de la protection sociale des intéressés. Donc ça c'est le sujet qu'on avait vu donc, sur l'équité entre salariés et travailleurs indépendants. Deuxième sujet, donc l'impact macro évoqué, qu'on avait regardé avec l'OFCE, enfin, on avait demandé à l'OFCE de regarder ça, et on avait mis en annexe de ce rapport sur la soutenabilité du système. Bon, ça ne va pas vous étonner, les résultats, enfin, il faudrait sans doute évoquer directement avec le CE, mais donc sur leur modèle IMODE, sont complètement dépendants des hypothèses donc qui mettent dans le modèle sur l'élasticité emploi-salaire. Et donc, en fait, donc ils ont, conformément à la doctrine économique générale, aujourd'hui, mis des élasticités emploi-salaire plus faibles sur le bandeau qu'au niveau du SMIC, donc une élasticité emploi-salaire à 0,1 dans leur modèle, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'élasticité emploi-salaire, et donc qui, de ce fait-là, donne un impact, on va dire, de 0,1 sur l'é
finale, effectivement, sur les finances publiques moins élevées que des stratégies qui seraient sur une augmentation du coût sur l'ensemble des rémunérations. Donc voilà, enfin, c'est grosso modo, c'est vraiment le sujet de l'élasticité emploi-salaire qui euh, donc détermine à mes yeux les résultats que nous donne l'étude OFCE. Et on trouve l'intérêt, les limites de toute approche, à mon sens, de modèle, à savoir, c'est largement dépendant des hypothèses, évidemment, qu'on met à l'origine, ce qui m'amène d'ailleurs un regard général sur le sujet des évaluations traitées par le rapport GAS-IGF récent. Moi, je crois évidemment qu'il faut des évaluations qui s'appuient sur des sujets macro, comme l'a fait France Stratégie sur le CCE, etc., ou l'après CCE. C'est évidemment très intéressant, mais je pense aussi qu'il faudrait plus d'évaluations sectorielles et qui aussi interrogent les stratégies réelles des acteurs et leurs choix réels. Je prends trois exemples de trois secteurs différents dans lesquels, pour moi, les stratégies emploi et salaire ne sont pas forcément les mêmes. La propreté, un secteur très concerné par les allégements bas salaires. Et ben là, le sujet, c'est que c'est très déterminé par les acheteurs, puisque c'est un secteur dont la capacité d'évolution des rémunérations n'est pas considérable. Et notamment, il y a la commande publique qu'on oublie souvent, qui joue un rôle. Dans la commande publique, on va beaucoup dire il faut des prix bas et tout ça. Et donc, ça maintient beaucoup de salariés de la propreté à un niveau de rémunération, à mon avis, assez faible. Et des possibilités d'évolution pas très fortes. Donc, outre le fait que très souvent, effectivement, ça les conduit à travailler avant 7 heures du matin ou tard le soir, notamment pour des femmes donc en situation de monoparentalité. Donc, la propreté, c'est ce sujet. Le BTP, un autre sujet. Alors là, quand on regarde leur stratégie rémunération, le sujet, c'est qu'ils ont pas mal de variables qui sont la possibilité dans ces zones-là, éventuellement d'utiliser d'autres formes de rémunération. Moi, je regarde quand même aussi avec intérêt. Je pense qu'il va falloir regarder avec intérêt les stratégies sur la PPV, prime de partage de la valeur, au regard de sujets rémunération. Le sujet du détachement, le sujet de la sous-traitance. Bon. Parce que, alors, oui, ce que je veux évoquer sur le sujet des allègements, c'est que ce qui nous retient aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours l'aspect impact emploi, compétitivité, mais il y a, comme vous le savez, donc un autre sujet qui est venu pas mal, c'est le sujet donc de l'éventuel effet trappe à bas salaire. Est-ce que du fait que dans cette zone, le prélèvement marginal est très élevé, conduit à des stratégies de non-augmentation ou d'aller chercher justement des modes de rémunération différents, comme la PPV par exemple. Et là, ce qui nous interroge notamment, c'est le coût donc, qui a augmenté assez considérablement des allègements de cotisations généraux en 2022, donc 19%. Et donc qui interpelle, alors évidemment dans une phase d'inflation, dont il faut rappeler que puisque il évolution du SMIC qui est la base de calcul des allègements et que ensuite, il y a la politique salariale. Si je n'augmente pas mes salaires juste au-dessus du SMIC, de 1,1, 1,2 SMIC par exemple, en fait, mon allègement augmente, puisque le SMIC augmente. Et donc, la stratégie de non-augmentation des salaires en période d'inflation, vu le calcul de l'allègement, conduit mécaniquement à récompenser, si j'ose dire, la non-revalorisation. Donc, bon, c'est un effet sur lequel on peut s'interroger, enfin, qui apparaît beaucoup. Et donc, qui sans doute participe à l'impact croissant, enfin, disons, au coût croissant des allègements bas salaires dans la période récente, puisque on sait en tout cas de cause que cet allègement, c'est qu'il y a de plus en plus effectivement de personnes qui ont un allègement croissant, donc proche du SMIC, donc dans la période actuelle. Alors, il y a bien sûr aussi l'effet emploi de la période récente avec donc les gains d'emploi. À ma connaissance, la cause aujourd'hui n'est pas capable de déterminer dans la période récente quel est l'impact emploi d'un côté et l'impact
non-augmentation des rémunérations et donc cet impact que j'évoquais de cette base d'allègement liée au SMIC. Et si les rémunérations, encore une fois, au-dessus du SMIC augmentent moins que le SMIC, l'employeur donc gagne en allègement et les coûts pour les finances publiques augmentent. Donc ça nous interpelle quand même un petit peu au jour d'aujourd'hui. Et vous parliez de conditionnalité, enfin alors bon, je reviendrai, mais enfin bon, une réflexion que vous pourrez avoir aussi face à ça et face à la réflexion qu'on rappelle sans arrêt le président du groupe du SMIC, Gilbert Sett, qui est donc là le fait qu'il y a une politique conventionnelle sur les salaires minimums conventionnels qui est assez faible en France. On pourrait se demander si un calcul de l'allègement non plus sur le SMIC, mais sur les salaires minimums conventionnels ne serait pas intéressant si la stratégie était d'augmenter, enfin d'inciter les branches à avoir une politique dynamique sur les revalorisations de branches et pas tout fonder sur le SMIC. Parce qu'évidemment, si j'ai un salaire minimum conventionnel inférieur au SMIC, eh bien, à ce moment, mon allègement baisserait. Donc voilà, enfin, et notamment en période d'inflation, je trouve que c'est une réflexion peut-être plus intéressante qu'une réflexion sur la conditionnalité même. Voilà. On sait toujours que c'est compliqué, voilà, donc donc oui, je voulais évoquer une troisième branche qu'on a interviewé, enfin sur ces arbitrages, emploi, salaire et tout ça, et compétitivité, qui est le médicament. Ben là, le médicament, le LEM, nous dit, moi, le coût du travail, je m'en fiche un peu, et mon sujet, c'est les prix du médicament en France. Et donc, comme vous savez, donc l'industrie du médicament va pousser très fortement en arguant de sujets relocalisation et tout ça, non pas du tout sur le sujet du coût du travail, mais sur le sujet politique du prix des médicaments. Donc on voit des stratégies de branches et d'acteurs économiques qui me semblent assez différentes selon les secteurs dans lesquels donc le sujet impact du bandeau, de la suppression du bandeau, me semble, enfin disons, pas forcément le même. Et je trouve qu'on manque d'analyse plus étayée sur les stratégies réelles d'emploi et de rémunération avec les arbitrages des entreprises en réel par secteur, et que je trouve qu'on aurait une approche plus fine de la réalité des acteurs économiques de notre pays. Voilà ce que donc je voulais évoquer. Pour terminer, et par rapport aux questions posées donc sur la conditionnalité, je disais, il faut faire attention, évidemment, enfin, je pense qu'on voilà, on sait tous que voilà, ça peut être très compliqué. Alors, je rappelle qu'il y a quand même une conditionnalité, enfin, quelque chose une possibilité plutôt de remise en cause des allègements qui existent dans le droit au jour d'aujourd'hui, donc avec le travail illégal, c'est-à-dire que si je fais le travail illégal, on peut me supprimer mes allègements généraux. Et bon, c'est une disposition que j'avais introduite, hein, du reste, quand j'étais directeur de Sécu, donc je la défends et je pense que c'est bien. C'est de dire, oui, la puissance publique fait des choses pour vous, mais enfin, il y a des droits de voir, et donc si vous ne respectez pas la loi, eh bien, on peut remettre en cause les allègements. Et donc ça, je trouve que c'est une chose qui se justifie. En revanche, je suis plus prudent sur toute forme, enfin, des conditionnalités compliquées qui pourraient donner lieu à contentieux. Enfin, voilà, c'est pas toujours. Encore une fois, je préférais qu'on réfléchisse à la limite sur, enfin, pas à la limite, mais je préférais qu'on réfléchisse sur l'évolution de l'allègement lui-même, et notamment cette réflexion par rapport au minimum conventionnel. Ça me semble a priori plus propice. Sur le sujet âge, euh, oui, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai bien vu le sujet. On a invité Franck Morel, qui est auteur d'une proposition en ce sens, à venir la présenter au HCPIPS. Bon, je suis incapable de, franchement, enfin, je suis humble sur ce sujet parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies sur l'emploi des seniors et sur différents éléments qui ont été suivis par les pouvoirs publics dans les années décennies précédentes, sans beaucoup de succès. Donc, je n'ai pas d'évaluation. Je vois bien la proposition. Enfin, spontanément, j'ai tendance à dire que une vraie stratégie emploi des seniors, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas uniquement un effet financier. Il faut travailler sur la formation, il faut travailler très en amont, il faut travailler sur une stratégie RH de l'entreprise. C'est un petit élément, mais
je pense que ce n'est pas l'élément déclencheur d'une stratégie d'emploi ou de réemploi des seniors. Bon, voilà, tout ce que je peux à ce stade. Voilà les quelques éléments que je voulais donner en introduction. Merci, merci beaucoup. Ça dégage déjà un certain nombre de pistes. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Jérôme parce qu'il n'a pas eu l'occasion de la prendre tout à l'heure. Si tu veux, moi j'ai quelques petites questions et puis on laissera la parole également à notre collègue Éric Alauzet qui est présent avec nous. Mais je te laisse peut-être. Sinon, je pose mes questions. Bon, alors, je commence. Alors, moi j'avais déjà un petit point de clarification. Je crois sur cette fameuse étude OFCE qui a quand même attiré notre attention. L'évaluation a été faite sur une éventuelle suppression des allègements entre 1,6 et 3,5. Je suis allé la regarder rapidement là, sur Internet, mais je voulais simplement avoir cette confirmation. Il n'y a pas d'évaluation qui est spécifiquement été faite sur le bandeau 2,5, 3,5. Parce qu'on se dit que vous évoquez les élasticités emploi-salaire, on se dit qu'elles sont beaucoup plus faibles à ces niveaux de salaire, mais je crois qu'on a embarqué toute la tranche entre 1,6 et 3,5. Hein. Il me semble dans cette étude. À ma connaissance, honnêtement, je n'ai pas. Ouais. Non, on ira vérifier, mais cette audition. Mais normalement, je crois que malheureusement, il n'y a que ça. C'est la seule chose. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de se faire une idée spécifiquement sur le bandeau famille. Moi, sur le sujet des trappes à bas salaire, je voulais savoir si vous aviez eu une réflexion sur l'articulation qui peut exister entre les allègements employeurs et les mécanismes destinés à soutenir l'offre de travail, en particulier la prime d'activité. Parce qu'on a un point de sortie de la prime d'activité qui est très proche du premier seuil des allègements généraux, à 1,6. Et on voulait savoir si, du côté du Haut Conseil, vous aviez investigué un petit peu l'articulation qui peut exister. Les modalités de détermination des salaires, est-ce qu'elles tiennent compte de l'existence de la prime d'activité et est-ce que ça peut justement engendrer ou renforcer ce phénomène de trappe à bas salaire? Est-ce que vous avez regardé éventuellement ce genre de choses? Ça fait tout à fait partie de nos réflexions en cours. Hein. On partage les mêmes interrogations que vous. Et donc, on est en train d'essayer de regarder. Alors, on a eu la dernière séance, je crois qu'Éric Alauzet était présent, du reste, donc une présentation de la DARES qui tendait plutôt dans le constat à dire pour l'instant on ne constate pas apparemment des faits trop importants sur ce sujet. Bon, ensuite on a eu une autre intervention de Fabrice Hangard, le directeur de l'adresse, qui était plus réservé, qui se posait plus de questions sur ce qui allait se passer. Moi, voilà, on va regarder ça. Comme j'évoquais, il me semble il faudra regarder ça avec notamment les alternatives qui peuvent exister de reconnaissance salariale du salarié qui ne passerait pas par une augmentation de salaire qui, donc, à la fois un coût marginal élevé pour l'employeur et peut inciter à la diminution de la prime d'activité. Encore une fois, à mon sens, la prime de partage de la valeur ou quelquefois les heures supplémentaires. Bon, je pense qu'il faut regarder dans le détail plus les alternatives et voir si on constate des cas d'usage d'un certain nombre de choses. Et pour être franc aussi, dans certains secteurs, c'est aussi le travail illégal, le travail partiellement illégal, le travail non déclaré, le travail dans certains secteurs où on a du travail déclaré sur une partie de la rémunération et une partie qui est non déclarée. Donc, voilà, je pense qu'il faudra qu'on regarde ça de plus près, mais honnêtement, c'est trop tôt pour, évidemment, livrer la moindre conclusion sur le sujet. Mais on pense, on a l'impression que effectivement, les deux, effectivement, le regard sur les deux, c'est ça qu'il faut faire, en tout cas. Parce que dans une évaluation, c'est ça qu'il faut regarder, effectivement, non pas seulement le sujet employeur, mais le sujet, effectivement, prime d'activité. Très bien. J'ai une toute petite, petite, elle n'est pas forcément petite, puisque vous avez posé sur la table, je pense que c'est une question très importante, l'articulation entre les allègements et puis les minima conventionnels. Est-ce que, pour être bien clair sur ce que vous avez en tête, ou en tout cas les pistes de réflexion qui sont les vôtres, une des propositions, puisque vous avez évoqué les travaux de Gilbert Sett, une des propositions de Gilbert Sett, c'était effectivement d'assumer le lien qui existe entre les allègements et les minima conventionnels, mais dans le cadre d'une proposition un petit peu plus globale qui consistait à revoir de fond en comble le mécanisme d'indexation du SMIC
en le fondant non pas sur l'évolution des prix et l'évolution du SHBE, mais sur l'évolution des minima conventionnels, sur une moyenne pondérée des minima conventionnels. Est-ce que c'est ce type de réflexion que vous avez et qu'est-ce que vous pensez au fond de cette proposition? D'abord, précaution, hein. Donc là, je parle aussi à titre personnel. Bon, et je vais être très prudent, puisque donc, la HFIP, normalement, c'est aussi une délibération collective, hein, sur ces sujets avec les sommes des partenaires sociaux. Bon, et donc, on n'a pas du tout discuté sur ce sujet. Donc, je vais être très prudent. Mais de plus, sur le SMIC lui-même et sur la détermination du SMIC, je considère que c'est un peu hors de notre périmètre, pour être franc. C'est pas dire, enfin, c'est indirectement un sujet de financement de la protection sociale, mais vraiment indirectement. Là où je me sens plus légitime, c'est effectivement sur le calcul des allègements. Et c'est vrai que c'est pour ça que, en piste, encore une fois, en piste de réflexion, le fait de se dire si on veut encourager une dynamique plus forte de négociations salariales dans les branches, puisque donc, les observateurs, notamment le groupe du SMIC, déplore sa relative faiblesse. Est-ce que un calcul des allègements où on prendrait non comme base le SMIC, mais le minimum conventionnel, ne serait pas de nature à créer cette dynamique, puisqu'évidemment, ça serait quand même plus incitatif. Alors qu'encore une fois, là, avec la seule revalorisation du SMIC, et si je ne fais rien sur mes rémunérations au-delà du SMIC, on est plutôt gagnant, ce qui me semble pas forcément le but poursuivi dans ces politiques. D'accord, ça c'est très, très clair. Donc on est uniquement sur le calcul des allègements. Et du point de vue de la faisabilité opérationnelle de ces calculs d'allègements qui seraient basés sur les minima et plus sur le SMIC, vous avez étudié un petit peu ça, parce qu'on se dit que ça complexifie forcément un petit peu les choses. Forcément, non, je suis d'accord. Et je pense que c'est pour ça que c'est une piste de réflexion. Il faut vraiment qu'on regarde ce qu'il a. Et je pense aussi que si jamais on devait aller vers ça, il faudrait donner le temps aux branches de négocier. C'est-à-dire qu'on pourrait fixer, si jamais on allait vers cela, il faudrait bien sûr, c'est avant tout incitatif, en disant il faut vraiment que vous fassiez un effort et donner le temps. Parce qu'on s'interroge spontanément dans la période actuelle où les renégociations de branches ont lieu de manière beaucoup plus fréquente du fait des revalorisations du SMIC. On s'interroge, enfin moi je m'interroge sur la capacité du système de la COS à appliquer les allègements alors que les minima bougent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. C'est simplement l'aspect opérationnel. Non, votre question, enfin, je la comprends, je dirais moins du côté à la limite de la cause, parce qu'honnêtement, avec des codes et tout ça, et c'est une donnée, disons, qu'on peut suivre quand même. Mais en revanche, les entreprises elles-mêmes, moi, ce qui m'a toujours frappé sur les agissements bas salaires, c'est que, alors moins aujourd'hui, mais ça s'est passé beaucoup dans le passé, on constatait au moment des contrôles URSSAF, beaucoup de redressements positifs envers des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, c'est vraiment un facteur d'erreur et quelquefois en leur défaveur, les agissements. Donc oui, elles ont du mal à suivre. Donc de ce côté-là, vous avez raison. Enfin, des changements trop fréquents sont pas bons. Par rapport à la lisibilité aussi, que vous évoquiez tout à l'heure et la nécessité de rendre les choses un peu prévisibles, il y a un arbitrage. Jérôme, je te laisse. Merci, bonjour Dominique. Bonjour Jérôme. Je reviens sur la conditionnalité. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu as dit qu'il existe déjà une conditionnalité, c'est le respect de la loi, c'est-à-dire travail illégal, prêt illégal de main-d'œuvre, travail d'étrangers non autorisé et puis marchandage. Donc là, c'est vrai que sémantiquement ça ne rentre pas pour nous dans la logique de conditionnalité, mais du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres respects de la loi pour lesquels il n'y a pas d'exigence, tu m'as compris, de conditionnalité. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a d'autres dispositions sur lesquelles c'est des sujets obligatoires pour les entreprises, pour lesquels on n'a pas prévu de leur demander, en cas de non-respect de la loi, le remboursement des exos de cotisation dont ils ont bénéficié? C'est la première question. Alors, il y a une autre, pour le coup, conditionnalité qui existe, sur laquelle... et sur le premier point, je ne sais pas si tu as ça en tête, en mémoire, mais on va demander à la DSS et à la COS si c'est... quel est le rendement, entre guillemets, des remboursements d'exos de cotisation en cas de travail illégal. En gros, s'il y a beaucoup
Parce que j'imagine que dans la procédure, c'est les agents de contrôle et le procureur qui doit faire un je sais pas quoi sur la base duquel on fait le remboursement. Donc il doit peut-être y avoir une traçabilité pour savoir si ça marche déjà sur ce volet-là au regard de l'ampleur du travail dissimulé. Le deuxième, c'est qu'il existe donc là pour le coup ce qui correspond plus à notre au terme de conditionnalité, il en existe une depuis la loi de 2008 qui est l'obligation de négociation annuelle sur les salaires. Et donc là aussi, on se pose la question de... Donc ça c'est 2008. Hein. On se pose la question de savoir si, avec une pénalité qui est quand même pas tout à fait neutre, de savoir l'effectivité de la mise en œuvre de la pénalité. Et ce qui m'amène à la troisième question, tu as dit sur tout le reste, j'en doute, parce que je pense que c'est un peu usine à gaz, que là, cette fois-ci, dans une conditionnalité incitative, donc en disant à l'entreprise, on veut que vous soyez vertueuse sur l'égalité homme-femme salariale, sur l'index senior, ou sur, je sais pas moi, la transition écologique, ou sur d'autres sujets. Et donc la question, c'était d'abord, parce que comme vous êtes amené un peu parfois à faire des comparaisons avec d'autres pays, c'est quoi les mécanismes d'incitation vertueux qui vous sont apparus pertinents? C'est-à-dire, en gros, comment la puissance publique, à l'appui d'une politique, utilise le levier des cotisations pour inciter des entreprises. Et alors, sur un tout autre sujet que la conditionnalité, moi, j'ai été très sensible, même si ça ne rentre pas dans notre champ, mais je pense que c'est intellectuellement, et plus que ça, très stimulant, à la question de l'équité, évidemment, et de dire il y a des catégories de travailleurs, les travailleurs indépendants, qui ne bénéficient pas, d'autant plus qu'on a entendu, on faisait une table ronde la semaine dernière ou il y a 15 jours avec les organisations patronales qui elles-mêmes disaient le recours au freelancing, enfin à l'externalisation d'une partie de nos métiers pose un problème de fonctionnement du cadre collectif dans l'entreprise. Mais on n'a pas abordé avec eux de voir si dans l'introduction, en gros dans la rémunération de leurs sous-traitants, appelons-les ainsi, ils introduisaient le fait qu'ils ne bénéficient pas de cette exonération de cotisation. En gros, dans la définition, dans la simulation, en gros, entre mon coût salarial et puis mon coût de prestation, si j'introduis cet aspect des choses. Et donc, là, c'est un peu à front renversé par rapport à l'objectif cible qu'on peut avoir, qui est de dire, au nom de l'équité et de ce rendement, enfin de ce retour sur cotisation que tu mentionnais, est-ce que ces travailleurs indépendants doivent ou pas bénéficier de l'équivalent, ou qu'en sens inverse, il faut assumer de maintenir ça et de réserver ça au salariat, y compris pour favoriser plutôt le développement du salariat que celui de la sous-traitance. Voilà. Oui, mais enfin, en tout cas, ces questions doivent être, à mon sens, posées comme ça. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais au début, il y a plusieurs objectifs au financement de la Sécu. Il y a bien sûr l'objectif conciliation avec l'emploi et la croissance, tout à fait légitime. Mais ensuite, encore, ça agit sur la contributivité, et éventuellement les droits des intéressés. Et donc, la question de l'équité, pour moi, se pose fortement. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu en lien avec le sujet conditionnalité. Est-ce qu'on considère que les allègements, c'est un élément socle aujourd'hui des contributions sociales, donc du milieu économique et des individus, ou c'est uniquement un élément de politique emploi qui est conditionnel, qui pourrait être mis en cause et tout ça. Enfin, on est un peu, je dis pas, voilà, enfin, il y a un peu ça. Et moi, j'ai quand même la perception que pour l'essentiel, ça fait partie quand même aujourd'hui du socle, hein, même si un certain nombre d'aménagements peuvent être mis en place. Et donc, à partir du moment où ça fait partie du socle, oui, l'étude sur l'équité vis-à-vis d'autres populations qui ne bénéficient pas des mêmes allègements et qui donc au niveau de contributivité supérieur pour des droits, ou
encore une fois, les micro-travailleurs intéressants, indépendants, ils ont les deux cas de figure. Les micros, où ils payent peu, mais ils ont peu de droits, et les travailleurs indépendants classiques, qui vont avoir un niveau de contributivité plus important, même niveau de revenu, et avec un retour sur cotisation plus faible. Donc oui, moi je trouve que c'est quand même un sujet qui doit vraiment être regardé très fortement. Sur donc le travail illégal, sur l'étude, juste un petit point sur l'étude ACOS, DSS. Alors, si je me rappelle bien, je parle, mais il y a deux choses, en fait, quand il y a du travail illégal sur le sujet des allègements. D'une part, le calcul qui doit être fait des sommes dues au titre donc de ce travail en situation légale ne prend pas en compte les allègements, ce qui me semble bon. Et deuxièmement, il y a une possibilité de remise en cause donc des allègements dont bénéficient d'autres salariés dans la limite d'un plafond de 75 000 euros si c'est une première infraction. Et donc, il faudra demander les deux éléments, hein, parce que donc il y a les deux éléments, sachant que bon, entre nous, on sait aussi que les récupérations réelles sur le sujet du travail illégal sont quand même assez faibles. Ça surtout un aspect dissuasif, mais il y a beaucoup des récupérations qui sont in fine sont assez faibles, et notamment du reste du fait du phénomène que tu évoquais, qui est aussi la sous-traitance, qui moi me frappe beaucoup, c'est-à-dire effectivement ce travail de plus en plus atomisé, où dans certains secteurs où on va de sous-traitance en sous-traitance, et avec quelquefois des coquilles vides, enfin des employeurs éphémères, hein, donc on avait évoqué dans notre précédent rapport, des entreprises éphémères qui disparaissent au moment du contrôle. Et on a regardé aussi un autre point avec la DARES récemment, c'est aussi dans ces entreprises sous-traitantes et aussi dans l'intérim, ça c'est bien connu, on rencontre un taux de sinistralité plus élevé. Donc c'est aussi donc évidemment des organisations de travail qui protègent moins les travailleurs par rapport aux accidents de travail. Donc tout ça nous interpelle quand même beaucoup. Alors oui, c'est pour ça que je dis, enfin, le sujet des allègements doit être pris. Enfin, voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait plus d'analyse, effectivement, par secteur des processus décisionnels, des déterminants de décision, euh, pour pouvoir avoir des stratégies adéquates à la fois de compétitivité, mais aussi de protection des salariés, hein, et d'équité. Et voilà, par exemple, le sujet du BTP, moi, me semble quand même très intéressant, par exemple, pour regarder quels sont les déterminants. Nous, on avait fait une étude chez FIPS sur pourquoi les entreprises de BTP recourent au détachement, parce qu'on se posait la question, parce que c'est aussi, hein, je rappelle, une possibilité dans certains secteurs assez utilisé pour pouvoir avoir une activité économique avec des coûts moindres, enfin moindres dans certains cas. Et on voyait qu'évidemment l'aspect coût intervenait, mais bien sûr, ils évoquaient énormément l'aspect disponibilité de la main-d'œuvre et l'aspect simplification donc de la gestion de la main-d'œuvre comme objectif commun, comme élément majeur de leur déterminant de recours au détachement. Voilà, oui, sur conditionnalité, ben, enfin, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Oui, bien sûr, il y a d'autres éléments de droit qui ne sont pas sanctionnés par la remise en cause des allègements lorsque se situe, par exemple, un cas de droit du travail. Donc là, effectivement, on peut avoir des éléments de non-respect du droit du travail, et donc il n'y a pas de sanction. Dans le domaine de la sécurité sociale, c'est limité au travail illégal aussi. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs sur la calcul des cotisations, là, on corrige, mais ce n'est pas effectivement sanctionné par un allègement. Parfois, on sait tout le sujet un peu délicat entre le repérage de la fraude et le droit à l'erreur, qui aussi a été admis par les pouvoirs publics, comme vous le savez. Donc voilà, sur le plan du droit de la sécurité sociale, ça me semble, enfin, pour l'instant, assez correct comme système de sanctionner le travail illégal, mais de ne pas en faire une sanction d'autres manquements au droit du prélèvement social. Merci, Éric Alauzet. Oui, merci Marc. Bonjour Monsieur le Président. Je participe effectivement aux travaux maintenant depuis quelques mois
du Haut Conseil, j'ai 3 sujets. Alors j'embraye sur le sujet de la conditionnalité, bien sûr, parce que c'est un peu l'arlésienne. Chaque fois qu'il y a une nouvelle disposition d'allègement, c'est reparti dans un grand débat sur la conditionnalité. Alors, il faut déjà qu'on ait tous à l'esprit que, même si ce n'est pas une conditionnalité au sens strict, les objectifs, c'est quand même de créer de l'emploi. Il ne faut jamais qu'on perde ça de vue. Ce n'est pas une conditionnalité, mais c'est incitatif pour créer de l'emploi. Et chaque fois, je me pose la question de savoir s'il fallait intégrer des objectifs de conditionnalité, et Jérôme vient de les citer là, rapidement, l'environnement, l'égalité homme-femme, etc., au-delà des effets que vous avez indiqués d'illégalité éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas une complexité qui serait derrière ça, qui rendrait les choses quasiment impossibles? Alors en ce moment, on discute beaucoup des seniors, donc allons-y, critères de conditionnalité sur les seniors, mais alors si on a déjà, il faut créer de l'emploi, est-ce que déjà on ne risque pas d'atténuer l'objectif de création de l'emploi en mettant des objectifs de conditionnalité? Et puis alors si on en met 2, 3, 4, 5, où on va, ça va devenir véritablement extrêmement complexe. Est-ce qu'on va finir par comprendre ce qui se passe? Voilà. Donc à chaque fois, je me pose cette question, est-ce que c'est jouable tout en ne perdant pas l'objectif de création d'emplois? Est-ce qu'on ne rend pas les choses trop compliquées? Je me souviens, moi, quand je suis arrivé jeune député en 2012, c'était le CICE. Et à propos du CICE, on a discuté pendant des semaines, des mois sur la conditionnalité, et tous les critères y sont passés. Et je me souviens qu'à l'époque, Pierre Moscovici, qui portait le projet, voilà, expliquait que pour lui, il y avait un objectif de création d'emplois et que les autres critères risquaient d'atténuer cet objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les seniors. Alors, on l'a évoqué il y a quelques mois lors de nos réunions, et j'ai observé, on ne disposait pas d'études très précises, le sujet émergeait à propos du débat sur les retraites, mais j'ai observé l'ensemble des interventions des participants, des gens très dubitatifs, perplexes, sur l'idée d'instaurer des critères, éventuellement des allègements sur les cotisations seniors, argumentant notamment qu'il y aura un effet d'aubaine, que selon les secteurs dans lesquels naturellement la moyenne d'âge des gens qui travaillent est plus âgée que dans d'autres secteurs, qu'il risquait d'y avoir des passerelles entre les jeunes et les anciens. Bref, on n'avait pas d'études très sérieuses, mais enfin, il y avait beaucoup de méfiance et sous le contrôle de votre autorité, de méfiance vis-à-vis de ces critères. Et puis, dernier point, pour faire juste une allusion, c'est un tout petit peu en marge du débat d'aujourd'hui, mais je voudrais le signaler quand même lors de notre dernière réunion, l'étude très intéressante qui cherchait à montrer si le travail était rémunérateur par rapport aux prestations sociales. Et là, ce qu'on pouvait tous pressentir, et ce qu'on sait tous au fond, c'est qu'il y a véritablement une différence entre les rémunérations du travail et les rémunérations liées aux aides sociales, avec quand même modulo quelques petites niches sur lesquelles il faut être vigilant, pour les travailleurs handicapés par exemple, ou quelques autres. Et puis aussi avec des effets de seuil, où à certains niveaux de revenus très particuliers, on voit des creux, mais globalement, ça reste toujours incitatif de travailler par rapport aux aides sociales. C'est une petite remarque en passant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques conclusives. Moi, je retiens quand même sur nos échanges deux éléments un petit peu structurants sur lesquels vous êtes revenus, et en particulier cette idée d'avoir une approche assez sectorielle des allègements. L'autre élément, c'était l'articulation avec les minima, mais on en a déjà un petit peu parlé. Juste sur cet aspect sectoriel, alors je ne sais pas comment concrètement on peut formuler des propositions en la matière. Il y a déjà pas mal de niches en termes d'exonération qui sont associées à certains secteurs d'activité ou à certaines activités, pas forcément sur le découpage branche professionnelle. On se pose quand même la question de la faisabilité juridique d'une approche des allègements qui soit un peu plus sectorielle. Alors j'ai compris que votre recommandation, c'était plutôt d'avoir une analyse sectorielle, et pas forcément... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Alors là, voilà, oui, parce que... C'est pas mon analyse. Je dis simplement, les analyses macro avec les modèles ont un intérêt, mais me semble-t-il, ont aussi des limites, quoi. Elles doivent être éclairées, c'est plutôt dans le processus d'évaluation, où je pense que, moi je vais faire l'analyse effectivement par le OFCE, j'ai vu les analyses de France Stratégie, je trouve que ça devrait être éclairé par des analyses de réellement comment les acteurs économiques prennent des décisions dans un contexte donné. Et ce contexte est sectoriel, et pour moi, pour dialoguer avec des acteurs économiques, c'est vrai que secteur propreté, BTP, médicaments, je constate que leur
déterminants de décision ne sont pas les mêmes, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ça ne veut pas dire ensuite forcément qu'il faut du tout, qu'il faut des outils spécifiques à chaque secteur, ça serait trop compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'analyse globale de nos dispositifs et de leur efficacité, je pense que cette analyse, voilà, comment vous, acteurs économiques, dans la vie réelle, vous vivez ça et quels sont vos processus de décision et vos déterminants. Et ça, je trouve ça très intéressant pour accompagner. D'accord, ok, donc c'était pour préciser, effectivement, il n'y a pas derrière l'idée de revenir sur le principe de généralité des allègements, parce qu'effectivement, on se dit que ça peut être pertinent, mais en même temps, on voit bien la boîte de Pandore que ça ouvrirait et les revendications multiples qui pourraient émaner des différents secteurs. Mais en tout cas, sur l'analyse un petit peu plus sectorielle, on entend votre point. Jérôme, tu avais d'autres questions, d'autres remarques ? Alors, toujours sur le principe sur lequel tu as insisté, en face des exonérations et donc du financement, il y a des prestations. Quel type de questionnement on pourrait avoir? Parce que tu as bien compris qu'on avait quand même le bandeau famille entre 2,5 et 3,5, non pas en ligne de mire, mais en questionnement qui a un peu motivé notre réflexion. Qu'est-ce qu'on peut s'en dire? Alors, c'est compensé, évidemment. Je te vois douter. À la fois compensé, il y a deux choses. C'est compensé et ça n'a aucun impact sur les droits, puisqu'effectivement, et ça c'est très positif, c'est effectivement, les allégements patronaux n'ont strictement aucun impact sur les droits sociaux. Je le défends tout à fait. Ça, vraiment, ça c'est. Mais je signale simplement, encore une fois, que ce n'est pas la même logique qui prévaut dans d'autres types d'activités économiques comme les micros. Encore une fois, les micros, c'est vous payez peu, mais comme donc vos droits sont collés à vos seules contributions, il n'y a pas la solidarité nationale qui vient payer une partie de vos droits sociaux. Donc voilà, je le dis, moi... Oui, mais alors, attends, parce que là, je vais peut-être poser une question très stupide. Là, on parle du financement de la branche famille. Même sur les micros, il n'y a pas de conséquences sur les prestations familiales que vont percevoir ces... Non, mais ce que je veux dire... Non, mais tu as raison, Jean. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ensuite... grosso modo, et même au niveau européen, il y a eu des stratégies globalement d'allègement du coût du travail qui peuvent porter sur la famille, qui peuvent porter sur d'autres choses et tout ça, mais qui portent beaucoup sur le prélèvement social. En Allemagne, on a fait les mini-jobs et tout ça. Bon, et on voit deux types de stratégies. Une stratégie qui cherche à maintenir les droits sociaux des personnes, c'est la stratégie de la France sur les salariés, et d'autres stratégies en Europe, et qui se retrouvent un peu sur la micro en France, où on accepte un peu plus, effectivement, qu'ils aient moins de droits. Voilà. Et moi, je dis simplement, voilà, on voit la coexistence de un micro, encore une fois, un livreur à vélo, qui est un micro, il n'a pas de protection AT, il a des droits à retraite minimes et tout ça. Moi, ça me frappe, parce que, pour être franc, mais là, en spécialité de protection sociale, c'est ce risque de protection sociale de vitesse qu'on va renaître un peu, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, alors que justement, au départ, quand on était sur la stratégie bas salaire, on se disait, voilà, on va essayer de travailler sur le coût du travail, mais justement, en n'ayant pas de protection sociale de vitesse. Eh bien, je suis plus perplexe au jour d'aujourd'hui quand je regarde ce qui se passe sur les micros. Très bien. Eric, plus de remarques? Bien. Pardon, je crois qu'on a fait le tour des interrogations qu'on avait. Il nous reste à vous remercier pour votre temps. Et puis, merci beaucoup à vous. Et puis évidemment, si vous avez des éléments, notamment dans le cadre des réflexions que vous évoquiez tout à l'heure, et moi je serais d'ailleurs preneur, je voulais en parler aux administrateurs, de récupérer la présentation qui a été faite par la DARES sur ces sujets, de trappe notamment, pour nourrir un petit peu notre réflexion. Donc si on pouvait y avoir accès, ce serait formidable. Et puis pour tout élément de nouveau que vous avez à nous transmettre, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée, très bonne semaine. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Dominique. Merci. À bientôt.